Bonjour, c'est un épisode un peu original, un peu différent de ce que je fais d'habitude cette semaine parce que j'ai envie de partager une tranche de vie française avec toi. Je vais essayer de te faire vivre une expérience culturelle en te racontant le mariage auquel j'ai assisté récemment. Alors installe-toi confortablement car il y a beaucoup de choses à dire. La journée était bien longue et je t'ai résumé les points principaux dans un article de blog si tu veux préparer ton écoute ou si tu veux lire par la suite. Cet épisode sera un bon exercice de compréhension orale et je n'ai pas fait de vidéo parce que, sauf une, très importante, tu pourras la voir tout à l'heure, car en bonne vieille milléniale, j'ai préféré profiter de la journée avec mes yeux, mes oreilles et vivre le moment plutôt que de penser à en faire un témoignage ou à le tourner en quelque chose que je pourrais diffuser sur YouTube ou dans le podcast. Cette idée m'est venue seulement après la journée parce que je me suis dit que quand on n'habite pas dans le pays, quand on n'a pas d'amis français, ou quand on en a et qu'on est invité à un mariage, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Dis-moi dans les commentaires si j'ai eu raison, si tu apprécies cette opportunité d'en savoir un peu plus sur une tradition française. Et si tu veux une recommandation de film pour voir des images, pour voir certaines choses dont je te parle dans l'épisode et pour vraiment connecter tout ça, je te conseille Le sens de la fête de Nakash et Toledano qui raconte le mariage du point de vue d'un wedding planner. Alors bon, c'est pas du tout la même ambiance que ce que je vais te raconter, ni le même budget. Ils sont dans un château du XVIIe siècle. Nous, on était à la salle des fêtes d'une petite commune de la campagne de l'ouest de la France. Mais c'est quand même ça donne une idée de ce qu'est une cérémonie et la partie après les célébrations, donc la fête du mariage à la française, ou encore le film Le Discours, qui là, il me semble, montre des images d'un mariage un peu plus populaire, et tu pourras apprendre notamment ce que c'est la chenille, qui fait peur au personnage du film et qui a traumatisé beaucoup de personnes en France aussi. Je sais pas si on l'a dansé d'ailleurs au mariage, mais on a fait quelque chose qui ressemblait et ça, je vais t'en parler. Bonjour, si on ne se connaît pas, je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neuro Language Coaching et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie, la bonne humeur et avec efficacité. Que tu apprennes pour le plaisir, pour un examen, pour le travail, les études ou une combinaison de ces différentes raisons, j'espère que ce podcast t'aidera à améliorer ta compréhension, à t'exprimer et à te familiariser avec le contexte culturel en France et au Québec. Ce podcast est principalement enregistré à Montréal où je vis et travaille. Cette ville fait partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka Mohawk et Montréal-Tiohtià:ke a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Si tu veux développer ton vocabulaire, je t'invite à rejoindre l'espace Patreon pour télécharger la fiche associée à chaque épisode. Bonne écoute! Donc, ce que je vais te raconter, c'est le mariage de mon cousin/filleul. Dans la tradition chrétienne, les parents d'un enfant désignent une marraine ou un parrain pour assister les parents dans l'éducation morale et religieuse des enfants. Et donc le filleul est l'enfant qui a un lien privilégié avec la marraine et le parrain. Donc, même si nous n'avons jamais eu une relation proche avec mon cousin filleul, ça m'a fait un petit quelque chose. Ça, c'est un euphémisme français pour dire qu'on est ému. Ça m'a fait quelque chose de le voir descendre de voiture dans son bel habit de mariée, élégant dans son costume 3 pièces, avec sa future femme et leurs 2 enfants à ses côtés. J'ai eu la larme à l'œil. La larme à l'œil, ça veut dire que j'ai presque pleuré. Et en plus, sa mère est ma marraine et elle est très cool. Donc nous avons aussi un lien particulier qui se transmet comme ça dans la famille. De nos jours, il y a beaucoup de petits mariages. On va dire 20, 30 invités, quelques dizaines, donc très raisonnable, et qui consistent seulement en une cérémonie à la mairie et un repas simple mais copieux. Copieux, c'est quand il y a beaucoup à manger.
suivi d'une soirée dansante dans une salle des fêtes municipale ou peut-être dans un champ si c'est l'été, qu'il fait beau et qu'on est optimiste sur le fait qu'il ne va pas pleuvoir. Mais ce n'était pas le cas avec ce mariage. Les mariés ont voulu respecter la tradition française tout en modernisant un peu le format. Donc nous avons eu droit à la totale, à savoir la mairie, l'église catholique, le vin d'honneur, le repas, un cocktail, la soirée dansante. Tout ça, c'était le samedi. Et puis le retour du mariage le dimanche. Il y a quelques trucs à savoir quand tu es invité à un mariage de ce genre, donc je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux et j'ai essayé d'organiser les points importants en thèmes. Les vêtements, le déroulement de la journée et les différents types d'invitations que tu peux recevoir, les cadeaux, les traditions en général et régionales, la nourriture et l'ambiance. Alors commençons par la tenue vestimentaire. Comment t'habiller si tu es invité à un mariage français concernant le dress code en français, et les autres détails, ça dépend beaucoup des familles et des mariés et de ce qu'ils ont prévu. Donc il faut vraiment se renseigner au cas par cas. De toute façon, s'il y a un dress code spécial, une couleur par exemple, ou un thème comme mariage champêtre, il y aura probablement des instructions avec l'invitation. Dans notre cas, il n'y avait pas de consigne particulière et personne n'allait juger si on portait des vêtements de notre garde-robe tant que c'était approprié pour la situation, sachant qu'on allait aller à la mairie, puis à l'église, donc dans un lieu religieux, et que c'était un moment solennel. Donc on évite le short et les tongs, bien sûr, mais à part ça, il n'y avait pas vraiment de consigne. Les parents des mariés, les témoins et puis les personnes vraiment très proches qui vont être sur les photos, qui vont être encadrées pendant on espère, les 50, 60 prochaines années, avaient soigné leur tenue et leur coiffure plus que les autres. Pour ceux qui ont des cheveux, le marié et son père étant chauves depuis de nombreuses années, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais le marié avait une très belle barbe. Mais l'ambiance était assez relaxe. Et donc il n'y avait pas de consigne, c'était venez comme vous voulez. Autrefois, les gens s'habillaient de façon très formelle pour les mariages. Parfois, ils prévoyaient une tenue pour les cérémonies dans la journée et une tenue plus confortable pour danser le soir. Même la mariée, parfois, elle se changeait entre la robe de la journée et puis la robe pour danser le soir. Mais de nos jours, c'est plus décontracté. Les hommes portent généralement une chemise et une veste, mais pas forcément de cravate. Mais on a remarqué que le nœud papillon est de nouveau à la mode pour le style, ainsi que les barbes. Les jeunes hommes qui n'ont pas beaucoup de cheveux ont souvent une barbe magnifique. Je pense que c'est la mode des années 2020. Concernant le pantalon, c'est assez varié. Pantalon de costume, pantalon en toile, voire même jean, ça passe aussi. Chez les femmes, beaucoup de jupes et de robes de toutes les longueurs, de toutes les couleurs ou des combinaisons. Peut-être que les femmes ont un peu plus tendance à soigner leur apparence que les hommes ou à porter des vêtements un peu spéciaux, à se faire belle. C'est l'occasion pour nous voilà, de faire une coiffure un peu spéciale, un maquillage, d'acheter une nouvelle robe peut-être. Donc, c'est une occasion d'avoir une tenue, une apparence plus recherchée, plus élégante, plus travaillée qu'au quotidien quand on va au travail ou qu'on traîne avec nos amis. Mais attention, dans certaines familles, c'est encore important de s'habiller de façon formelle, donc il faut se renseigner selon le contexte de là où tu es invité. Alors maintenant qu'on est habillé, bien habillé, passons au déroulé d'un grand mariage. Quelles sont les étapes? Et il faut savoir que, attention, si tu es invité à un mariage, il est possible que tu ne participes pas à tout l'événement de A à Z. Je sais que ça peut choquer dans certaines cultures où ça semblerait insensible d'inviter certaines personnes à une partie du mariage seulement, mais pas à toutes les parties. Donc c'est comme s'il y avait deux catégories d'invités, en quelque sorte. Les VIP, et les connaissances qui méritent peut-être pas qu'on dépense autant d'argent pour eux. En effet, bien sûr, on a envie de faire la fête avec tout le monde, mais le budget monte vite, très vite. Donc pour faire des économies, les mariés choisissent parfois d'inviter certaines personnes à tout le mariage et d'autres seulement à certains moments clés du mariage. Alors qui est invité à quoi, ça dépend des familles. Certains couples font même plusieurs fêtes.
Un mariage plus traditionnel avec la famille, les amis proches, suivi d'une fête multigénérationnelle, où donc là on a des amis de la famille, un peu tout le monde qui se mélange. Et puis un autre jour, peut-être quelques semaines ou quelques mois plus tard, ils vont faire une autre fête seulement avec les amis, mais peut-être plus d'amis, mais pas une aussi grosse cérémonie. Il y aura juste une grosse teuf, une grosse fête avec des personnes qui sont du même âge et qui partagent beaucoup de moments en commun en dehors du jour du mariage aussi. Et puis, bien sûr, comme il y a de plus en plus de couples multiculturels, il peut aussi y avoir plusieurs cérémonies suivant les traditions des deux familles. Mais ici, j'étais dans un mariage culturellement très homogène, donc voilà, les mêmes traditions pour tout le monde. Concernant les invités, il faut parfois négocier entre les parents et les mariés pour se mettre d'accord. Dans certaines familles, les parents payent une grande partie ou la totalité du mariage, donc il est convenu qu'ils ont leur mot à dire sur la liste des invités. De nos jours, comme c'était le cas ici, mon cousin filleul a 36 ans, les gens se marient plus tard. Ils ont déjà des économies et ils peuvent financer eux-mêmes leur mariage s'ils le souhaitent. Donc dans ce cas, ils tiennent compte des souhaits de leur famille, ils ne veulent pas se fâcher avec leurs parents, mais ils ont plus de liberté pour dire oui ou non et pour décider qui sera sur la liste des invités pour chaque étape du mariage. Dans le cas de ma famille, ils ont trouvé des compromis intéressants où en fait certains amis des parents sont venus en tant que bénévoles au mariage. Ils ont donné un coup de main pour le service et puis ils ont pu profiter à d'autres moments en étant seulement invités. Mais voilà, ils ont contribué au service pendant le mariage et puis ils ont eu des moments de détente avec les autres invités. Donc c'était un compromis original qui permettait à tout le monde d'être content. Alors, on a dit qu'on pouvait inviter certaines personnes à certaines parties du mariage. Mais quelles sont-elles? Quelles sont les étapes d'un mariage traditionnel de la totale, comme j'ai dit tout à l'heure? Donc, généralement, on commence à la mairie. Pour des questions de disponibilité à la mairie ou à l'église, si les mariés font aussi un mariage religieux, je pense qu'il est possible d'inverser l'ordre, de commencer à l'église puis d'aller ensuite à la mairie. Mais la France étant une république laïque, le mariage civil prononcé en mairie est le seul qui est reconnu par la loi. Un mariage religieux n'a qu'une valeur symbolique et non légale. Donc pour ce mariage, on a commencé à la mairie et on avait rendez-vous à 10 heures le matin. Tout le monde n'est pas nécessairement invité à la mairie, mais c'est souvent pour des raisons pratiques, plus que pour faire une différence entre les invités ou par souci d'économie. En effet, les salles des mairies sont parfois petites et donc tout le monde ne peut pas forcément entrer. Et en plus, pour des raisons légales, le choix de la mairie dépend de critères précis. On doit se marier sur le lieu de résidence des mariés, de l'un ou de l'autre, ou d'au moins un de leurs parents. Il doit y avoir des liens forts et durables avec la commune où est célébré le mariage. Et donc, la mairie peut être loin du lieu des festivités. Si on a choisi un château ou une salle qui nous plaît beaucoup, mais qui est assez loin de là où on habite ou de là où la famille habite, ça peut nécessiter un déplacement assez long. Dans ce cas, les mariés peuvent décider de faire un mariage civil en petit comité avec les témoins, les proches et les personnes qui peuvent venir facilement à la mairie ou qui acceptent de se déplacer, et de ne convier la plupart des invités qu'aux festivités qui font suite à la cérémonie civile. Mais ça peut aussi être l'inverse. On peut vouloir inviter plus de monde à la mairie. Dans mon cas, je voulais un petit mariage et seulement ma famille proche et les témoins au repas. Mais pour faire plaisir à ma mère, j'ai dit qu'elle pouvait inviter ses copines à la mairie. Même si je ne les connais pas, si ça leur faisait plaisir, moi, ça ne changeait rien pour moi. Certains oncles et tantes sont venus aussi à la mairie pour nous voir et nous féliciter. Mon choix était assez radical et ça m'a fait mal au cœur de ne pas inviter certaines personnes à partager toute la journée avec nous. Mais je trouve que c'était plus facile pour ne pas vexer les gens de faire tout ou rien. Donc d'être vraiment très strict. Alors soit on invite tout le monde et on arrive à un mariage avec des dizaines de personnes. Et à ce moment-là, comment choisir parmi les amis, les connaissances, qui on n'invite pas, pour ne vexer personne? Trop compliqué pour moi. Soit les critères sont très stricts, les parents, les grands-parents, frères et sœurs, parrains, marraines, conjoints et les témoins, et basta, c'est tout.
Et donc voilà, dans mon cas, c'est ce qu'on a choisi. Et on a seulement fait la cérémonie civile et un repas que le marié a cuisiné lui-même, soit dit en passant, sauf le dessert. Donc c'était vraiment minimaliste. Mais bon, c'est pas la tradition en France non plus. Donc pour revenir à la cérémonie à la mairie, c'est assez rapide. Le ou la mère ou son adjointe prend le temps de rappeler les droits et les devoirs des époux l'un envers l'autre et surtout envers leurs enfants ou leurs futurs enfants. Pour cela, il ou elle lit les articles du Code civil relatifs au mariage. Donc ça c'est la mairie, ça dure pas très longtemps, mais bon c'est quand même un moment assez émouvant parce que c'est le vrai moment officiel où le mariage se concrétise. Et ensuite, si les mariés sont croyants, direction l'église pour faire bénir l'union par un prêtre. Traumatisée par une enfance où je devais aller tous les dimanches à l'église, j'avais un petit peu peur de m'ennuyer pendant la cérémonie religieuse, mais le prêtre était plutôt jeune et cool, donc ça s'est bien passé. Il faut savoir que quand on veut se marier à l'église, en tout cas dans la tradition catholique, c'est pas un engagement à la légère. Il y a de nombreux rendez-vous de préparation avec le prêtre avant la cérémonie, pendant les mois qui précèdent, pour voilà, préparer cet engagement. Et l'avantage, c'est que ça permet de vraiment personnaliser la cérémonie. Les mariés peuvent choisir les passages des évangiles qui seront lus et les chants, et le prêtre a prononcé un discours à la fois drôle et émouvant sur le couple, nourri par toutes les anecdotes et puis toutes les informations recueillies pendant la préparation. C'est peut-être pas toujours comme ça, mais là on a été chanceux et le prêtre a conquis même les plus athées d'entre nous, pas au point qu'on retourne dans le troupeau des fidèles, mais on a quand même passé un bon moment. Ensuite, ou directement après la mairie, s'il n'y a pas de cérémonie religieuse, ou si le passage à l'église était la première étape dans la journée, il y a ce qu'on appelle le vin d'honneur. Le vin d'honneur, c'est un petit cocktail avec des boissons alcoolisées ou non, mais on est en France, donc le vin a bien évidemment une large place sur le buffet et il y a des petits fours et des choses à grignoter. C'est généralement à cette étape qu'on a le plus d'invités. Par exemple, des amis des parents, d'anciens professeurs qui ont marqué l'enfance ou l'adolescence des mariés, des collègues, des cousins éloignés, etc. Et les mariés en profitent pour faire le tour et essayer de saluer tout le monde. Il y a d'autant plus de monde qu'on se marie là où on a grandi pendant des années ou dans la région où une grande partie de la famille est rassemblée. C'est vraiment l'occasion, c'est pas un gros engagement. Venir au vin d'honneur, c'est une petite attention sympa, c'est un moment convivial et puis donc ça permet de venir féliciter les mariés, de venir partager leur bonheur et c'est assez flexible dans le sens où on peut aller et venir assez librement. On peut rester 5 minutes comme on peut rester 1 ou 2 heures. Donc après ce cocktail où on a grignoté un petit peu, il va quand même falloir penser à manger de façon un peu plus conséquente. Donc c'est là qu'on arrive au repas. Les cérémonies civiles et religieuses sont souvent le matin ou en milieu de journée, puis il y a le vin d'honneur, donc le repas est rarement servi avant 13h30, 14h, 14h30. Donc là, c'est une salle où on est assis et on va manger un repas. Si les cérémonies sont plutôt en début d'après-midi, alors ça décale toute la journée de quelques heures et le repas qui est servi va être un dîner, donc peut-être plutôt aux alentours de 18 ou 19 heures. Mais on a les mêmes étapes dans la journée que ce que je te décris, c'est juste quelques heures plus tard. Donc le repas est généralement servi dans un lieu différent du vin d'honneur. Ou peut-être que le vin d'honneur va être dans une salle plus grande ou en extérieur, et le repas assis va être en intérieur, dans une salle plus petite. Donc les personnes qui sont invitées au repas reçoivent le signal du départ pour aller à la salle où sera servi le repas. Les autres comprennent alors qu'il est temps de partir, elles saluent les mariés, les félicitent une dernière fois et s'en vont. Tout ça, ça se passe de manière très fluide, même si le temps de dire au revoir, ça peut s'éterniser et c'est pour ça qu'on passe à table à 14h30 ou 15h, même si ça dure trop longtemps. Dans le cas du mariage de mon filleul, le cocktail servi avant le repas faisait aussi entrée, c'est-à-dire qu'on a partagé tous ensemble l'entrée sous forme de buffet. Il y avait des plateaux de charcuterie et de fromage, bien sûr, on est en France. Et donc ces plateaux et les amuse-bouches, les petits canapés servis en plus de ça, étaient aussi le premier plat du repas.
et c'était servi à l'extérieur sous des grandes tentes. On avait un peu peur qu'il pleuve. Finalement, tout a été bien, mais on était tous à l'extérieur. Ensuite, une partie des convives a été invitée à entrer dans la salle du banquet et à trouver son nom sur le plan de table pour savoir où s'asseoir. Ensuite, on nous a servi un plat de viande. J'espère qu'il n'y avait pas de végétarien strict dans l'assemblée. Et puis ensuite, on a eu le dessert. Dans certains mariages traditionnels, c'est l'entrée et le plat qui sont servis aux invités sélectionnés et la salle est rouverte à tout le monde pour le dessert, entre guillemets. Ou alors on change de lieu pour le dessert. Je mets des guillemets à dessert parce que il faut pas prendre ce mot au pied de la lettre, donc ne pas le prendre de façon littérale si tu es invité au dessert d'un mariage. Sache que tu n'auras pas qu'un gâteau. Si tu es invité au dessert d'un mariage, sache que tu auras probablement une petite collation salée. Donc là encore, on est en France, probablement de la charcuterie ou du fromage ou des spécialités régionales avant d'arriver au dessert lui-même. Le dessert, traditionnellement, c'était ce qu'on appelle une pièce montée. Un empilement ou une sculpture faite de choux à la crème avec de la nougatine pour structurer et donner un peu plus de stabilité à tout ça. Mais maintenant, on trouve aussi d'autres types de gâteaux qui sont plus faciles à servir. Là, on avait trois petits morceaux de gâteau qui étaient vraiment très très bons, mais pas de pièces montées. Il faut savoir que les moments du mariage qui sont ouverts au plus grand nombre d'invités sont généralement au format buffet avec des manches debout. Les manches debout, c'est comme son nom l'indique, des tables hautes pour poser les assiettes, mais il n'y a pas de chaises et les invités peuvent se déplacer. La partie repas, elle, en général, est assise et les mariés décident à l'avance de la composition des tables pour faire en sorte que tout le monde passe un bon moment avec des personnes qu'on connaît ou des personnes avec qui on pourrait bien s'entendre. Si on ne connaît pas beaucoup de personnes, ils vont essayer de nous placer avec des gens sympas qui partagent des intérêts avec nous. Après tout ça, donc là, on a commencé la journée, il était 10 heures du matin à la mairie, on a commencé à manger, à être assis vers 14h30, 15h. Finir le repas, le dessert, etc. Donc nous, ce mariage-là, on était à 19h, 19h30. Si le dessert est ouvert à tout le monde, ça va peut-être être vers 18h30, 19h. Donc ça, c'est le deuxième cocktail, le cocktail du soir, qui sera le vin d'honneur si le mariage a commencé tard. Mais il y a quelque chose qui ressemble à un cocktail vers 18h30, 19h. Et donc là, les gens qui n'étaient pas invités au repas vont assister à ce cocktail. Et puis ensuite, après ça, on aura la soirée dansante. Donc on enchaîne avec la soirée. Donc le petit cocktail, c'est pour servir quelques boissons, alcoolisées ou non, mais les boissons alcoolisées permettent de détendre un petit peu les invités avant d'aller danser. Parce que les Français sont un peu timides, il leur faut un petit moyen de se détendre artificiellement avant d'aller sur la piste de danse. Donc dans le cas du mariage de mon filleul, après le dessert, on a enchaîné avec le cocktail et ensuite la soirée dansante. Donc généralement, il y a un DJ pour la soirée dansante, mais nous, on a eu droit à un très bon groupe qui jouait en live, qui chantait, qui faisait des reprises de chansons connues de toutes les époques pour contenter aussi bien les jeunes que les grands-parents qui assistaient à la soirée. La soirée dansante, quand le mariage a commencé tôt, elle commence vers 21h. Si le mariage a commencé tard, ça peut commencer à 23h, minuit, donc après le repas. Et ça peut durer toute la nuit, ou en tout cas jusqu'à l'heure à laquelle on doit éteindre la musique pour respecter la loi. Souvent, c'est vers 2 ou 3 heures du matin. Ça peut être un peu plus flexible en campagne parce qu'il n'y a pas de voisins pour se plaindre. Et de toute façon, la salle est louée jusqu'au lendemain, en général à la mi-journée. Donc, on peut revenir nettoyer après une courte nuit de sommeil parce que, en effet, les contrats de location des salles municipales stipulent qu'il faut rendre la salle dans le même état qu'on l'a récupérée avant le mariage. Et si une entreprise extérieure a installé du mobilier et de la décoration, ils viennent aussi chercher le matériel le lendemain. Ce n'est pas fini, après quelques heures de sommeil ou une nuit blanche, on est le dimanche, le lendemain du mariage. Si le lundi est férié, on peut aussi faire le mariage le dimanche et puis avoir ce jour de repos le lundi.
Donc en tout cas, le lendemain du mariage, on profite souvent d'avoir encore la salle pour faire un déjeuner ou une sorte de brunch avec un petit cercle de personnes qu'on a invitées aussi au retour du mariage. Donc ce qu'on appelle le retour de mariage, c'est un moment informel et très simple où les jeunes époux peuvent un peu décompresser de l'ouragan de la journée du mariage et passer du temps de façon détendue avec leurs proches et leurs meilleurs amis. Des membres de la famille et quelques amis sont généralement logés chez les mariés et la famille si elle habite à proximité. Mais quand c'est pas possible, les invités au retour doivent trouver leur propre hébergement, comme un hôtel ou Airbnb pour cette nuit du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi, ce qui peut nécessiter d'avoir une voiture si le mariage est dans la campagne ou d'organiser un covoiturage avec d'autres personnes. Donc il y a un peu de logistique à prévoir. Et voilà, le mariage est fini, tout le monde rentre chez soi, fatigué, mais heureux, on l'espère. Alors, dans toutes ces étapes, peut-être que tu as remarqué une certaine constante, ou en tout cas quelque chose qui est commune partout dans toute la France. C'est pas que en France, hein. Dans les mariages, je pense partout dans le monde, on passe le temps à ça. Prépare-toi à manger beaucoup. Et en tout cas à manger souvent. Il y a souvent des petites choses à manger, ou plus ou moins grosses d'ailleurs. Tout au long de la journée, on a des choses à manger ou à grignoter et bien sûr beaucoup à boire. Mais j'ai quand même remarqué que l'alcool perd du terrain. Il y a maintenant pas mal d'alternatives sans alcool et ne pas boire est mieux accepté qu'avant, même en France, même si bon, l'alcool est encore très, très social, mais c'est beaucoup plus accepté de ne pas boire. Ça m'a fait réfléchir et j'ai développé une théorie sur la nourriture dans les mariages qui est que servir de la nourriture au compte-gouttes, donc c'est-à-dire petit à petit, toutes les quelques heures, c'est une excellente stratégie pour garder les invités à votre mariage et puis pour maintenir ou refaire le plein d'énergie régulièrement. Ça, c'est l'idée qui vient à l'esprit assez naturellement. On pense qu'on veut reprendre des forces, reprendre de l'énergie. Mais moi, je dis c'est une bonne stratégie pour garder les invités au mariage. Parce qu'on a toujours envie de savoir ce qui arrive après, surtout quand le traiteur est bon, quand la nourriture est bonne, on n'a pas envie de rater. C'est un peu le faux mot de la nourriture de mariage. Dans ce mariage-là, on est sorti du déjeuner pour enchaîner avec le cocktail où il y avait encore plus à manger. Les huîtres étaient excellentes, la viande grillée, voilà, magnifique. Impossible de dire non. Et tu vois, en parlant avec mon frère, mes tantes plus âgées, ils envisageaient de partir plus tôt. Quand on parlait au début de la journée, c'était on partira peut-être quand le repas sera fini. Et puis après, au fil de la journée, bon déjà c'était une journée très sympa. Puis en parlant avec eux, ils étaient là, ouais, mais là ils ont mis des planchas, je me demande ce qui va arriver. Puis là le dessert, puis après on attend la brioche. Donc il y avait toujours quelque chose à espérer et puis encore des petites choses à grignoter après qui participaient à leur donner envie de rester. Ah, donc au-delà de la bonne ambiance, il y avait aussi la perspective de la gourmandise et de pouvoir apprécier de la nourriture par la suite. Donc c'est une stratégie qui fonctionne. Alors j'ai dressé les grandes lignes du déroulement du mariage, mais au fil de la journée, on a aussi quelques traditions intéressantes. Donc premièrement, le protocole à l'église, rien de très original. Comme dans d'autres pays, le marié entre en premier au bras de sa mère ou d'une autre femme ou une personne importante dans sa vie si la mère ne peut pas être présente. Ensuite, on a la mariée au bras de son père. Même chose, s'il ne peut pas être présent, quelqu'un d'autre le remplace. À la mairie, on a un minimum de 2 témoins, maximum 4 témoins pour le couple, mais à l'église, il est possible d'avoir plus de témoins. Il n'y a pas de maximum. Par exemple, on peut avoir 3 ou 4 du côté de la mariée et 3 du côté du marié. Il n'y a pas de maximum, ce qui évite de fâcher les meilleurs amis ou les frères et sœurs, mais seulement 2 vont signer le registre paroissial. Ensuite, à la sortie de la mairie ou de l'église, la tradition voulait qu'on jette du riz. Mais bon, de nos jours, il y a des options plus éco-friendly et anti-gaspillage de nourriture. Là, on avait des petits pétales de rose séchés. Donc, il y a plusieurs choses créatives qu'on peut faire. Mais voilà, l'idée, c'est de les accueillir en leur jetant quelque chose, une petite chose légère et colorée pour les accueillir.
Dans le temps, la mariée lançait son bouquet, mais là, ça n'a pas été le cas. Mais ça arrive encore parfois dans certains mariages. Les mariés peuvent choisir de louer une voiture luxueuse ou originale. Mon filleul et sa femme ont choisi un combi Volkswagen décoré pour l'occasion. La tradition veut que les mariés arrivent à l'église séparément. Ils sont censés avoir dormi séparément la veille du mariage. Ils sont censés vivre chacun de leur côté avant le mariage. Mais on sait que de nos jours, ce n'est plus le cas. Les gens vivent ensemble avant de se marier. Et donc, c'était le cas ici. Ils ont même des enfants. Donc, mon filleul, sa fiancée et leurs enfants sont arrivés ensemble dans le véhicule. Et ensuite, quand le véhicule loué ou le véhicule des mariés et des autres personnes qui sont en voiture et qui ont peut-être aussi décoré eux-mêmes leur véhicule, quittent la mairie ou l'église pour aller en cortège au prochain lieu de rassemblement. Donc, ça va être la salle ou l'endroit en plein air pour le vin d'honneur ou le repas. Les chauffeurs klaxonnent pour attirer l'attention et partager leur joie avec tout le monde. Donc là, on a un cortège de plusieurs, même une dizaine de voitures, tout le monde klaxonne. La ville entière ne peut pas ignorer qu'un couple vient d'officialiser son union. Alors c'est une journée festive, on a plein de monde de tous les âges, mais que fait-on des enfants? Avant, les enfants allaient et venaient à leur guise, comme ils en avaient envie, sous l'œil plus ou moins vigilant des parents ou laissés au bon soin des cousins et cousines plus âgés qui jouaient avec eux. Aujourd'hui, on a plus souvent des animations, des jeux, des châteaux gonflables, etc. et aussi plus de peur et d'encadrement. Parfois, on embauche même un ou une babysitter pour surveiller les enfants de tout le monde. Comme ça, les adultes sont tranquilles, ils profitent du mariage et quelqu'un surveille les enfants, les occupe, les amuse, prévoit des activités pour eux. Et ça, c'est d'autant plus le cas quand les mariés ont déjà la trentaine ou la quarantaine et donc ils ont des enfants et beaucoup d'invités aussi ont des enfants. Et même de plus en plus, concernant les enfants, les parents sont invités à ne pas emmener leurs enfants au mariage, sauf vraiment les très jeunes, les bébés qui peuvent rester avec leurs parents. Mais les enfants un peu plus âgés sont invités à rester chez des grands-parents ou des amis, par exemple. J'étais un peu choquée d'entendre ça, mais la sœur du marié, donc ma cousine, m'a expliqué que beaucoup de mariages ont lieu dans des champs où il y a des étangs ou dans des grands domaines avec pas mal de zones qui pourraient présenter des dangers pour les enfants. Et donc la responsabilité de veiller à la sécurité est trop grande. Et donc, pour simplifier la vie, ils disent pas d'enfants au-dessus de X années. Donc les gens ne veulent plus prendre ce risque alors qu'il y a 40 ou 50 ans, je pense que ça posait pas de problème, ça faisait partie de la vie. Et c'est peut-être une bonne chose pour la sécurité, mais aussi c'est peut-être dû au fait que les enfants aujourd'hui sont plus urbains, beaucoup ont moins de contact avec la campagne et donc peut-être n'ont pas conscience des risques et des comportements à éviter ou voilà, plus de peur et de volonté de protection de la part des parents. C'est une tendance qui est assez intéressante à noter. Une chose qui n'a pas changé, c'est la sieste des jeunes enfants sur un matelas improvisé dans un coin de la salle principale ou dans une petite salle à côté, avec quelqu'un qui check régulièrement que tout va bien et les parents prévoyants qui ont emporté le lit parapluie qui s'installe en 2 secondes. Alors, dans les traditions qu'on voit dans tous les mariages, on a aussi les animations. Donc, comme on mange beaucoup, il faut quand même aussi faire des pauses. Et donc, c'est à ce moment-là qu'arrivent les animations. Certaines qui sont ringardes et d'autres 2.0 qui font appel à toute la technologie disponible. Donc, parmi les animations un peu has-been, donc c'est le mot anglais, enfin le verbe anglais has been, qui signifie en français dépassé, ringard, passé de mode. Je pense que le mot has-been est aussi passé de mode, mais bon, dans les générations plus anciennes, c'est un mot qu'on utilisait. Donc parmi ces traditions un peu ringardes, chanter des chansons paillardes, donc des chansons à caractère souvent sexuel ou voilà, très lourdes, avec un humour gras. Donc ça, on le faisait beaucoup avant, un petit peu moins aujourd'hui, je pense. Il y avait des jeux plus ou moins drôles. Donc un de ces jeux consistait à bander les yeux de la mariée, donc lui mettre un masque sur les yeux pour qu'elle ne voie rien. Et ensuite, on avait 5 hommes volontaires qui montaient sur l'estrade et la mariée devait
tâter les mollets de chaque homme pour essayer d'identifier les mollets de son mari. Et puis on avait aussi des jeux, par exemple, quelqu'un posait des questions et le marié, la mariée, chacun répondait de son côté ce qu'il pensait être la bonne réponse. Par exemple, des questions comme qui a dragué l'autre en premier, qui fait le ménage à la maison, quel est le film préféré de l'autre, quelle est sa couleur préférée, qui a le plus mauvais caractère, etc. Donc des questions un peu rigolotes et pour voir si les mariés étaient alignés, s'ils se connaissent vraiment bien. Donc ça, c'est des jeux qui se faisaient avant, qui se font peut-être un peu moins aujourd'hui. Dans les animations 2.0, on peut avoir des films tournés par les amis qui retracent la vie du couple, donc des petites parodies, des choses rigolotes. On peut avoir des témoignages en vidéo des amis qui sont loin. Ça, j'en ai fait pour des amis qui se sont mariés quand je ne pouvais pas aller à leur mariage. Des chansons écrites ou composées par l'intelligence artificielle à propos des mariés, ou une réécriture des paroles par les amis d'une chanson célèbre avec donc des paroles personnalisées. Et donc ils chantent la chanson pendant le repas ou pendant une partie du mariage. Au niveau technologie, on a aussi les photobooths. Donc photobooth, donc une borne photo qui permet d'immortaliser la journée avec les amis et la famille. À ceci s'ajoutent quelques traditions régionales, donc je ne connais que les mariages vendéens, je ne peux pas me prononcer pour le reste de la France. Je sais que nous, on aime bien les chansons, je pense que c'est pas seulement en Vendée, je pense que les Français aiment bien chanter pendant les grandes fêtes. Enfin, ils aiment bien chanter, ils aiment beaucoup chanter. Est-ce qu'ils chantent bien? Pas toujours, mais on aime ça en tout cas. Et ce qu'on a en Vendée et pas ailleurs, c'est la danse de la brioche. Car la brioche vendéenne est, comme son nom l'indique, une spécialité et une fierté régionale de la Vendée. Elle est différente de la brioche parisienne et quand les touristes viennent en Vendée, ils achètent la brioche vendéenne. Donc, à minuit, il y a une pause dans la soirée dansante, l'occasion pour le groupe ou le DJ de reprendre un peu des forces, pour les invités aussi. Et puis, on va déguster cette spécialité régionale. La brioche vendéenne est alors amenée en vedette au son de la musique traditionnelle et d'une danse joyeuse. Donc on se met tous en file indienne. Les mariés portent d'abord le plateau avec la brioche et les invités passent en dessous. Donc tout le monde se met à la queue leu-leu, donc se met en file et s'accroche par les épaules et va passer sous la brioche. Et puis ensuite d'autres invités prennent le relais des mariés, etc. Ici, chez nous, les mariés ont même fini sur le plateau de la brioche. Donc voilà, un moment très, très joyeux avant de manger la brioche. C'est la danse de la brioche. Et ensuite, donc la brioche, j'espère pas celle qui a été écrasée par le marié et la mariée, sont déposées sur des plateaux avec de la confiture, souvent du café aussi, justement pour pouvoir continuer à faire la fête toute la nuit. C'est à la bonne franquette, on fait comme chez soi, chacun se sert et mange sa brioche en papotant dans un coin. Puis ensuite, on retourne danser. Et ensuite, quand on doit couper la musique, donc sur les coups de 3 heures du matin, donc aux environs de 3 heures du matin, plus ou moins, parce qu'on a envie de prolonger la fête, on mange encore, c'est le moment de servir la soupe à l'oignon qu'un petit groupe d'invités missionnés auparavant pour s'en occuper aura mis à chauffer au préalable pour qu'elle soit prête dans le bon timing vers 3 heures du matin. Toute une organisation. Il faut des comités différents pour bien planifier toutes les étapes d'un mariage. Et ensuite, aux petites heures du matin, les plus vaillants qui sont restés jusqu'au bout vont dormir quelques heures, puis ils vont réveiller les mariés, leur faire la surprise de débarquer chez eux dans la matinée avec des surprises et des blagues. Et ensuite, c'est le retour, le repas du lendemain du mariage, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je soupçonne que dans les temps plus anciens, le réveil des mariés était aussi l'occasion pour les femmes de la famille du marié de vérifier que la jeune fille était bien vierge avant le mariage et que le mariage avait été consommé, comme on dit. Cette expression est horrible, mais je pense que ça devait arriver dans le passé.
Alors en termes de tradition, on a aussi bien sûr les cadeaux. Qui dit mariage dit cadeau, premièrement pour les invités. Donc d'un côté, on a le petit cadeau offert aux invités du repas. La tradition, c'était des dragées enveloppées dans un petit sachet, petite dizaine de dragées. C'est des amandes enrobées de sucre, le symbole du mariage. Mais de nos jours, on trouve aussi beaucoup d'autres idées originales. Donc en anglais, on appelle ça wedding favors. Je ne sais pas si ça a un nom officiel en français. Donc on parle du petit cadeau de mariage. Lors de ce mariage, les femmes ont reçu des bracelets. Donc on a reçu des bracelets avec notre prénom réalisés par une des amies de la mariée. C'est une attention très sympa, très jolie. Euh, recevoir un cadeau fait personnellement, c'est toujours sympa. De leur côté, les hommes ont reçu une petite fiole de rhum arrangé concocté par le marié. Alors c'est un peu stéréotype genré, les femmes ont un bracelet, les hommes ont de l'alcool. Et puis bon, je n'encourage pas la consommation d'alcool, mais bon, les hommes étant sympas, on a pu négocier qu'ils partagent le contenu de leur fiole avec nous. Voilà, le cadeau pour les invités, c'est juste une petite attention, c'est pas grand-chose, mais pour les mariés, donc eux reçoivent des cadeaux de la part des invités. Donc typiquement, on a soit une cagnotte ou une liste de mariage ou une combinaison des deux. Donc initialement, les couples qui se mariaient, dans le temps, ils étaient au début de leur vie commune, donc ils avaient besoin de tout le nécessaire pour équiper une maison, et aussi des choses nécessaires pour potentiellement accueillir un enfant dans les mois suivant le mariage. Le mariage était donc l'occasion pour les invités de les aider en faisant des cadeaux utiles, mais ça pouvait aussi être un don d'argent, par exemple pour financer un voyage pour la lune de miel. Au fil du temps, la tradition des listes de mariage est apparue. Les mariés faisaient une liste de choses dont ils avaient besoin et les invités pouvaient choisir parmi les suggestions et ainsi s'assurer que le cadeau serait vraiment désiré. Donc les mariés déposaient la liste dans un magasin et les invités pouvaient aller acheter le nécessaire qui était sur cette liste. Maintenant, ça se fait aussi en ligne. Il y a des sites internet qui permettent de faire une liste de mariage et les invités vont acheter directement sur le site. Mais de nos jours, surtout si les mariés vivent déjà ensemble depuis un moment, on a plutôt tendance à faire une cagnotte. C'est-à-dire que tout le monde met du cash ou un chèque dans une enveloppe avec une carte, tous mes vœux de bonheur, etc., et la dépose dans une boîte prévue à cet effet. Les mariés pourront ensuite utiliser l'argent comme bon leur semble. Bon, voilà, je t'avais prévenu beaucoup de choses. Un dernier mot sur l'ambiance avant de te laisser. Je trouve que les groupes ne se mélangent pas beaucoup, mais c'est peut-être aussi la région qui est comme ça. Dans l'Ouest, on est assez distant. Même si ça peut arriver qu'on échange quelques banalités sur le buffet quand on attend notre tour, ça en reste souvent là. La conversation s'éteint assez naturellement et c'est pas forcément une invitation à parler à nouveau plus tard. Moi, j'étais là avec ma mère, un de mes frères et des oncles et tantes. Et heureusement, donc on avait un petit groupe déjà constitué. Et donc, j'avais toujours de la compagnie, toujours quelqu'un vers qui me tourner pour papoter un petit peu. Mais si tu ne connais pas déjà quelques personnes, parce que ce sont des amis, des voisins, de la famille ou que tu as grandi dans la région, tu risques de te sentir un peu seul pendant cette journée. Sache que c'est pas à cause de la barrière de la langue, ni culturelle, ou en tout cas pas seulement. Même moi qui suis française, dans un environnement comme ça, si je connais personne, je vais me sentir seule et je vais avoir du mal à entrer dans des groupes qui sont déjà constitués. Donc sauf si je trouve d'autres personnes qui sont seules elles aussi, et donc on sera seuls ensemble le temps du mariage. Et en tant qu'étranger ou étrangère, tu pourrais même attiser la curiosité de personnes qui sont plus ouvertes et avoir plus de contacts spontanés que moi qui suis française. Même si, bon, ils vont rester superficiels peut-être, mais peut-être que des personnes qui ne s'intéresseraient pas à une française qu'ils ne connaissent pas vont s'intéresser à toi parce que tu viens d'ailleurs et qu'ils sont curieux. Puis, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais dans certaines régions, les gens ne sont pas à l'aise avec les inconnus en général. Des personnes qui ont grandi hors de la Vendée, mais en France, et qui immigrent là-bas au cours de leur vie, gardent très très longtemps leur étiquette de pas d'ici. C'est-à-dire on ne connaît pas leur famille et donc on les sent étrangers. Moi, je ne suis pas née en Vendée, mais les racines de ma famille sont ici. Je peux nommer les petits villages où mes ancêtres ont habité et donc ça crée des liens. Comme on dit, le monde est petit. Dans une région rurale française, on n'est probablement pas à 6 degrés de séparation. On est à beaucoup moins. D'autant plus qu'avant, les familles étaient grandes, il y avait une dizaine d'enfants.
qui aussi avait 5-6 enfants. Donc forcément, ça faisait un réseau de connaissances très étendu. Il y a d'ailleurs beaucoup de blagues sur la consanguinité dans les campagnes françaises. Il était fréquent que des cousins à divers degrés se marient ensemble. Et puis, même si on n'était pas de la famille, on côtoyait, on voyait ces personnes-là dans les bals ou au travail, etc. Donc, il y avait beaucoup de célébrations et de fêtes locales qui donnaient lieu à des rassemblements de plusieurs villages et donc les gens faisaient connaissance. Autrefois, les mariages, c'était aussi l'occasion d'essayer de former des couples. Donc on mélangeait peut-être un peu plus les gens. Donc pendant le cortège, j'ai parlé du cortège des voitures pour aller de la mairie au lieu de la réception. On peut avoir aussi un cortège entre la mairie et l'église, et ça, souvent, c'est pas très loin, donc ça se fait à pied. Et alors, l'idée, c'était de jouer les entremetteurs ou entremetteuses. Et donc, l'idée, c'était de caler la cousine célibataire de la mariée avec le copain rigolo du marié. Ils marchaient ensemble pendant quelques centaines de mètres et on se disait, ah, ils vont faire connaissance, peut-être que ça peut amener à quelque chose. Donc voilà, le cortège, c'était aussi l'occasion d'essayer de provoquer des rapprochements entre les célibataires. Ça pouvait être inconfortable, mais bon, au moins ça forçait tout le monde à échanger un petit peu. Au moment de faire les plans de table aussi, j'imagine que ces considérations entraient en ligne de compte pour savoir qui placer à quelle table. C'était très stratégique. Un peu moins aujourd'hui, je pense que l'idée c'est surtout qu'on passe un bon moment. Mais quand on a des copains célibataires, je pense que ça arrive encore. Bon, ces grands rassemblements, c'est pas ma tasse de thé, mais je suis contente d'avoir vécu celui-ci. Et puis, j'espère que j'ai pu te faire rire et puis te faire découvrir les coulisses d'un mariage assez typique de la campagne de l'ouest de la France. Un mariage français, comme toutes les grandes cérémonies de la vie, c'est toute une expérience. À bientôt! Ciao, ciao! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!